fait 18 ans que je siège à l'Assemblée nationale. C'est la première fois que je suis associé à un projet de loi de cette nature, très particulier, vous allez le comprendre assez aisément. Qui a été baptisé sous le nom d'une famille qui était aucunement reliée là, biologiquement à lui. Je n'ai pas été adopté, mais bien extirpé, volé des bras de ma mère par des personnes qui avaient toute sa confiance. Monsieur, ça fait 73 ans que sur son acte de naissance, c'est le nom d'une mère qui n'a jamais existé. Bonjour, bienvenue à l'émission La Firme. Aujourd'hui, on parle de filiation. D'ailleurs, il s'est passé quelque chose à l'Assemblée nationale d'assez unique, un projet de loi privé. Et je suis avec mon équipe, avec Maître Boily, Maître Camille Côté. Bonjour. Et Maître Camille Côté était à l'Assemblée nationale et vous avez participé à ce projet de loi en lien avec la filiation de quelqu'un. En tout cas, il y a toute une histoire. On va aller écouter justement l'extrait à l'Assemblée nationale à l'instant. Ça fait 18 ans que je siège à l'Assemblée nationale. C'est la première fois que je suis associé à un projet de loi de cette nature, très particulier, vous allez le comprendre assez aisément. C'est un dossier sensible, c'est un dossier particulier qui touche à l'identité, votre identité propre. C'est un dossier qui est vraiment unique. M. Marcil énonce que les parents indiqués sur l'acte de naissance ne sont pas ses parents biologiques. Malgré ses nombreuses démarches administratives et la difficulté du droit à s'adapter à sa situation, Monsieur effectue des démarches pour établir les faits et la véritable filiation, soit Mme Imelda Chevigny comme mère réelle et M. Édouard Georges Hall comme père. Et la première question qui m'est venue, c'est peut-être un mauvais réflexe d'avocat, mais c'était de dire, mais il me semble, dans le Code civil, le forum compétent pour la filiation, c'est le tribunal. Actuellement, selon le Code civil, ce qui est mentionné, c'est qu'au niveau de la filiation, nul ne peut contester là, un état de filiation lorsqu'il y a la présence constante d'État qui fonctionne là, avec l'acte de naissance. Donc, c'est majoritairement pour ça là, qu'on est ici aujourd'hui. M. Hall souhaite que sa filiation soit modifiée par un projet de loi d'intérêt privé et c'est pourquoi nous sommes réunis ici aujourd'hui. Depuis que j'ai entrepris mes démarches concernant ce projet de loi, je concevais que cela ne serait pas facile. Cela a ravivé, en effet, de vives douleurs, des blessures et des tourments. Mais ma détermination et mon besoin sont encore plus grands de rétablir ma réelle identité. Je n'ai pas été adopté, mais bien extirpé, volé des bras de ma mère par des personnes qui avaient toute sa confiance. Maintenant, qu'est-ce que c'est un projet de loi d'intérêt privé? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Qu'est-ce qu'on fait à l'Assemblée nationale pour ça? Maître Boily, expliquez-nous ça. C'est compliqué puis c'est simple en même temps. Un projet de loi d'intérêt privé, il faut comprendre qu'à l'Assemblée nationale, ça ne court pas les rues. Ça cible un individu ou un groupe d'individus restreints. Donc, ce n'est pas un projet de loi qui va s'appliquer à une population en général. Donc, en résumé, est-ce qu'on peut dire que c'est une loi pour une personne? Bien, dans ce cas-ci, notre collègue va nous l'expliquer, mais dans ce cas-ci, oui, mais souvent, ça s'applique à un groupe restreint. Je pense que c'est passé la balle à Maître Boily, parce que Maître Côté était sur place, donc a vécu tout ça. Absolument. Maître Boily l'a très bien expliqué. Là, c'est un dossier où, effectivement, ce projet de loi-là qui a été adopté dernièrement va être appliqué à une seule personne. En cet état-là, M. Marcil, qui est maintenant M. Hall, officiellement, depuis l'adoption du projet de loi. Il a changé de nom là, officiellement. Ça va pouvoir, là, bien sûr, avoir lieu là, officiellement par le biais du directeur de l'État civil. Puis avant de passer au changement de nom, bien évidemment, ce dossier-là, c'est vraiment un dossier où on a une reconnaissance de filiation biologique qui n'était pas possible à réaliser puis à concevoir sans passer par le projet de loi d'intérêt privé. Et d'où l'intérêt de ça. Absolument. Oui, et moi, c'est la partie que je ne comprends pas. Parce que d'habitude, on passe devant un juge,
Et là, pourquoi une personne doit passer devant l'Assemblée nationale? Absolument. Cette question-là nous a d'ailleurs été posée par un député là, hier à l'Assemblée. Un député allumé, j'imagine. Absolument, qui avait fait ses recherches. Parce que c'est vrai qu'habituellement, dans des cas de filiation, même des cas d'adoption, on passe par la Cour supérieure, on passe par la Cour du Québec. Dans le cas de monsieur, c'était pas possible. Monsieur a cogné à plusieurs portes là, depuis les dernières années pour voir où est-ce qu'il s'en allait là, avec son projet puis avec son désir là, de faire reconnaître cette filiation-là. Chaque fois, on lui disait, bien écoute, t'es rendu majeur, tes parents biologiques pourraient t'adopter. Monsieur, ça n'a jamais été ce qu'il voulait. Mais tes parents pourraient t'adopter. Absolument. Parce qu'on voit en matière familiale là, des exemples, parce qu'il y a l'acte de naissance, si on met un nom, c'est réputé le père et c'est dur à défaire. C'est ce qu'on peut comprendre dans l'histoire de monsieur. On reviendra même sur l'histoire, là, mais habituellement, on fait justement un test d'ADN en matière familiale et là, on va déterminer que le bon père, c'est telle personne, on va faire les changements. Pourquoi, dans ce cas-là, ça ne fonctionne pas? Dans le cas de monsieur, il y a deux types de filiation. On peut l'avoir, la filiation par le sang, puis par après, la filiation qui est par l'adoption. Là, monsieur, c'est même pas une histoire d'adoption, c'est pas une histoire de filiation par le sang, c'est vraiment, puis monsieur l'a exprimé là, dans son témoignage, c'est un vol d'enfant, là, tout simplement, qui a eu lieu là, au moment de sa naissance. Il a été carrément enlevé. Il a été, puis monsieur l'a bien expliqué dans son témoignage, il a été extirpé des bras de sa mère à la naissance. Il a été baptisé sous le nom d'une famille qui était aucunement reliée là, biologiquement à lui. C'était sa mère qui résidait là, avec une collègue de travail pendant sa grossesse. Elle est arrivée dans cette maison-là, elle était déjà enceinte, donc pas possibilité que ce soit aucun membre de la famille là, qui ait pu être le père de C'est toute cette aura-là du mariage. Absolument. Hors mariage. Les standards, péché à l'époque. les standards de l'époque n'étaient pas les mêmes. Il faut Tout à comprendre. fait. Puis la mère de M. Hall est arrivée là. Effectivement, elle n'était pas mariée. Elle était en relation là, avec le père, mais c'était pas officiel. Elle est tombée enceinte. Sa collègue l'a hébergée pendant le restant de sa grossesse. Elle a accouché, complication au moment de l'accouchement, pendant qu'elle récupérait la dame là, chez qui elle logeait, en a profité pour faire baptiser le bébé en lui donnant le nom d'un père qui était le frère, puis le nom d'une mère fictive. Fictive. Moi, aujourd'hui, c'est inconcevable pour Donc, moi il y a qu'on un puisse... nom sur l'acte de naissance Qui n'est pas sa d'une mère. personne Absolument. qui n'existe pas. Monsieur, ça fait 73 ans que sur son acte de naissance, c'est le nom d'une mère qui n'a jamais existé. D'ailleurs, on va regarder l'extrait de monsieur qui explique, monsieur Hall, qui explique cette situation. 2 juin 1952, Imelda a donné naissance à son fils qui est venu par le siège. Elle est déchirée, elle est en hémorragie et elle doit garder le lit. 7 juin 1952, Michel est baptisé à l'insu de sa mère et elle apprend qu'il porte le nom de Marcel. Imelda n'a jamais consenti ni abandonné son fils. Michel est baptisé un samedi et non comme la coutume le voulait à l'époque, un dimanche. Pas parce qu'il y avait trop de baptêmes le dimanche 8 juin, il n'y en a eu que 2. De plus, c'est un prêtre missionnaire de passage dans la paroisse qui a célébré, entre guillemets, le baptême. Ainsi, les vicaires et le curé de la paroisse s'évitaient d'être un jour blâmés. Au niveau de la filiation maternelle, ce qui est très particulier, dans le préambule, on l'explique, monsieur en a discuté, c'est une mère qui n'a jamais existé. Elle n'apparaît pas nulle part dans la généalogie de la famille Marcil. Elle n'apparaît pas non plus dans des registres de mariage avec monsieur Wilfrid. Monsieur Wilfrid n'a jamais été marié à une Lucienne Marcil. C'est une personne qui a été mise sur l'acte de naissance puisque les parents de monsieur étaient frères et sœurs. Là. Ceux qui l'ont élevé là, en tant que figure paternelle, maternelle, pouvaient bien sûr ne pas être les deux sur le certificat là, de naissance de monsieur. Tout a été fait en catimini, ce qui démontre que les participants savaient ce dont ils faisaient, n'était pas légal ou à tout le moins moral. Puis la constatation là, de naissance, monsieur ayant été né à la maison, n'a pas pu être constaté là, par quelqu'un d'autre que la famille Marcil, qui en a profité là, pour mettre leur nom et prendre la possession de monsieur Marcil. Mon certificat de naissance est un faux. J'ai toujours été et je suis toujours honteux de présenter mon acte de naissance. Parlons de ce monsieur-là qui... C'est un projet de vie, ça. C'est pourquoi
Pourquoi il a attendu tout ce temps-là pour faire cette demande? C'est effectivement un projet de vie, vous le dites bien. Monsieur, au départ, je crois que ce qui le... Bien, tout d'abord, il a rencontré ses parents biologiques très tard. Là. Il a su à 27 ans qu'il avait une mère, une vraie mère là, biologique dans le monde. Il a été contacté par un... Il ne le savait pas. Il ne le savait pas. Mais Jusqu'à 27 ans, là... 27 ans, puis dans l'histoire... ses parents, si Oui. je ne me trompe pas, ses parents se sont mariés et ont eu 6 enfants. Absolument. Donc, suivant leur mariage, pas très longtemps après la naissance de monsieur, là, après que madame ait tenté de faire les premières procédures, il y a eu mariage. Ils ont tenté, en tout cas, l'histoire dit qu'ils ont tenté là, de reprendre ces procédures-là pour récupérer leur enfant. Soit il n'y a pas eu de suite ou, bon, comme je disais, monsieur est demeuré à tout effet là, dans la famille Marcil. Par la suite, ils ont fondé une famille. Ils ont fait 6 enfants autres. Donc, monsieur a 6 frères et sœurs 100% biologiques qu'il ne connaissait pas. Il ne le connaissait pas jusqu'à 27 ans, je pense. À 27 ans, il y a un cabinet d'avocats qui contacte monsieur qui dit « J'ai quelqu'un qui essaie de te retrouver. OK. » Lui, il dit ben voyons, moi, j'en ai des parents. Là. J'ai pas besoin de retrouver personne. J'ai pas besoin. Effectivement, je ressens pas, après 27 ans, qu'est-ce qui a pris autant de temps pour qu'elle communique avec moi. Non, je ressens pas ce besoin-là. Mais là, il apprend qu'il y a 6 frères. Pas à ce moment-là. Okay. Non, à ce moment-là, c'est vraiment le premier contact que madame essaye de reprendre le lien. Monsieur est réticent, dit non, moi, Puis il n'était pas au courant là, de l'histoire du vol, des circonstances dans lesquelles cette mère-là a dû quitter, en fait, vraiment. Là. Elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix. Il apprend à un moment donné que c'est un bébé volé et que ses Absolument. parents, j'imagine, qui l'aiment, l'ont volé. Absolument. Puis, c'est encore plus tard, à 46 ans, où là, il y a des discussions avec des membres de sa famille, la famille Marcil. Donc, ça a encore été beaucoup de recherches pour lui pour dire, bon, elle vient de cette région-là, elle a ce nom de famille-là, le nom de famille de Hall à ce moment-là. Fait des recherches. Côté, est-ce qu'il y a des retrouvailles? Des retrouvailles. Okay. Ah, ben là, absolument. Bien sûr, monsieur, c'est pas rendu jusque-là. Donc, à 46 ans, sa mère le rappelle. C'est là qu'elle lui apprend qu'elle est arrivée déjà enceinte dans cette famille-là. Donc là, lui, moi, je ne sais même pas comment je réagirais à sa place. Là. Aussi, parce que ses parents, à travers toutes ces démarches, je pense qu'il ne veut pas non plus les Absolument. Les blessés. Les blessés. Ben oui. Les blessés, c'est le bon Reste mot. que monsieur a eu une belle vie. Là. Je veux dire, il n'a pas manqué de rien. Il y avait des parents qui le soutenaient. Il était entouré. Ça reste Il ne fait pas de reproches à cette famille-là. Ben, un petit peu, là, parce que monsieur, là, il un apprend ce peu qui s'est maintenant, passé. une fois qu'il apprend l'histoire, Ouais. absolument. Mais ça reste que... Là, Il n'a pas été maltraité. Il n'a pas été maltraité. Absolument. C'est beaucoup de démarches, c'est beaucoup de frais. Là. Je veux dire, monsieur, ce projet de loi-là, ça demande des démarches. Il n'a pas fait ça pour assez l'argent, intenses. là, pas du tout. Pas du tout, parce que le projet de loi le mentionne. Monsieur, on ne vient pas réouvrir la filiation, parce que pas la filiation, pardon, la succession, Exact. parce que ces deux parents... Ben là, sont- c'est ça, là, j'ai sont des décédés. questions là-dessus. On va dire bravo à M. Hall, Absolument. évidemment, puis je pense que ça donne un exemple. Là, puis quand les gens disent que la famille, la filiation, c'est pas important, ça l'est. En tout cas, ça le devient. C'est quelque chose qui est important pour les individus. Et si on ne l'a pas, c'est clair qu'on va le chercher. Et ça peut devenir une quête pour une vie complète. Et on le voit à quel point les humains aiment se rattacher et s'identifier à des groupes, donc à plus forte raison à des parents. Ça, c'est sans compter tous les bénéfices qu'on peut avoir maintenant avec les dépistages au niveau de l'hérédité. Est-ce qu'on est plus susceptible d'avoir telle maladie ou pas? C'est quoi les risques? Est-ce qu'on... Il y a beaucoup d'avantages très concrets, mais le plus important, c'est de pouvoir s'identifier à quelque chose. Et il y a des gens qui en ont besoin et il ne faut surtout pas négliger ça. OK. Est-ce que c'est un peu comme un manque, un casse-tête de notre vie, puis il manque un bout, puis on le recherche à tout prix? Ou? En fait, je mettrais un exemple encore plus pire que ça. C'est comme si on n'a pas... C'est comme si il y a des gens qui ont l'impression qu'ils n'ont pas la base pour construire quelque chose. Ils n'ont pas les solives pour construire quelque chose. Puis ils ont beau construire quelque chose, ils se disent, mais ça repose sur quoi tout ça? Fait que c'est plus que de chercher des morceaux, c'est de chercher nos assises. Une fois qu'on les a trouvées, on est confiant de construire quelque chose. Mais là, on va élargir un petit peu l'analyse, là, parler de filiation au Québec. Est-ce que s'il y a beaucoup d'argent dans la famille, le fait qu'il tout d'un coup, il devient héritier? Absolument. Monsieur Marcil comprend bien, vous savez qu'en adoptant ça, là, je ne sais pas quel est l'état de la succession, ou s'il y a une succession dans la famille Hall, mais que vous
n'aurait aucun droit, là. J'ai même refusé la succession de ma mère, Imelda Chevigny, avant de me présenter ici, parce qu'elle est décédée en 2023, je crois. Alors que je n'ai rien demandé, quoique j'étais sur le testament, et que l'on m'a consenti $1 symbolique. Mais je n'avais rien demandé, absolument rien. Suite à tout ça, il y a une loi qui va ressortir de ça? Un jugement? Non, pas un jugement. Pas un jugement, Une loi. non, effectivement. Un projet de loi qui va être spécial à monsieur, qui vient vraiment confirmer, de un, sa filiation biologique, vient reconnaître que les noms qui étaient sur son certificat de naissance, on n'en parle plus, c'est les noms de ses parents biologiques. C'est quelque chose, qui vont c'est être dans une ajoutés. loi, là. C'est plus qu'un jugement encore. Donc, la loi, il faut respecter la loi, et la loi dit que c'est M. Hall maintenant. Absolument, Après c'est toutes ces monsieur Hall. années. Bon, la loi a changé. Je pense qu'avant, je veux dire, il n'y avait pas ce droit de la charte, parce qu'on parle de filiation aujourd'hui, on a vu M. Hall, comment c'est important, mais à quelque part, je pense que c'est presque enchâssé dans la charte, ça, parce que la loi a changé disant que c'est un droit constitutionnel. En tout cas, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais un droit de savoir d'où on vient et les parents, on ne peut plus garder confidentielle l'information sur le parent. C'est-à-dire que j'ai été à la DPJ il y a plusieurs années là, sur le conseil d'administration et j'ai vu des demandes qui étaient carrément refusées parce que le parent avait refusé, dans le cadre d'avoir donné un enfant, ou on appelait ça la crèche à l'époque, là, qui était l'endroit où les enfants, où les parents ne pouvaient pas garder les enfants, les envoyaient là, et ils renonçaient évidemment à leur droit de parental, à la maternité, aux paternités, mais la loi a changé en 2022. Et maintenant, les enfants qui ont été, entre guillemets, abandonnés, peuvent avoir l'information comme telle. Ça ne veut pas dire qu'ils vont pouvoir rejoindre leurs parents, mais ils vont au moins avoir le droit de savoir qui est les personnes qui ont été impliquées dans leur naissance. Mais, puis c'est une bonne avancée, je pense, pour ceux, puisqu'on le voit, l'importance de savoir d'où on vient. Par contre, il faut qu'il y ait l'information. Parce qu'on pense, les derniers temps, on a vu à Longueuil, jeune bébé qui est laissé au pas d'une porte, un dans l'abri d'autobus qui est une situation tragique. Mais au Québec, quand même, on peut... Quelqu'un qui est mal pris, là, qui ne peut pas garder son enfant, il y a des peut le remettre quelque part confidentiellement. Tout à fait. Ça se fait dans les hôpitaux et même il y a des endroits, on en parlait tout à l'heure. Dans les hôpitaux. Oui, dans les hôpitaux. Si quelqu'un a un problème, il ne laisse pas ça au pied d'une... Ben non, mais malheureusement, les gens ne sont pas informés. C'est des gens souvent qui sont démunis. C'est des gens qui n'ont pas les ressources pour avoir ce réflexe-là d'aller porter leur enfant qui vient de naître souvent dans un endroit sécure. Un hôpital, c'en est un. Peut être d'autres endroits. Mais il reste que lorsque quelqu'un est en détresse, et souvent il peut avoir des problèmes reliés à l'intoxication, que ce soit volontaire ou pas, des fois c'est des problèmes de santé mentale, etc. Quelqu'un qui est démuni, qui laisse son enfant à un abri d'autobus, c'est pas démuni à peu près. Alors, évidemment, oui, il y a des ressources, mais encore faut-il que ces gens-là les connaissent, ces ressources. Mais élargissons le débat, là. Il y a des gens qui nous écoutent, il y a plein de situations. Quelqu'un, Maître Boily, Maître Côté, premier qui a réponse, quelqu'un qui veut changer son prénom. Est-ce que c'est aussi compliqué? C'est moins compliqué pour le prénom, parce que c'est un formulaire comme tel que vous avez à déposer au registre de l'État civil comme tel. Et si ce n'est pas un prénom qui a une consonance, si on veut, illégale, entre guillemets. Il y a un cas célèbre en droit. Je ne prononcerai pas de nom. Les gens qui nous écoutent, là, le nom spatule, appelez pas votre enfant spatule. Non, je pense que ça passera pas. Ça passera pas dans la poêle, ça, c'est sûr. Ouais. Mais il reste que, pour un prénom, c'est beaucoup plus facile. Pour un nom de famille, là, il y a une question aussi il faut identifier les gens, parce qu'on ne peut pas changer de nom comme ça. On peut être en affaires, on peut avoir fait falsifier des documents, avoir fait de la fraude, n'importe quoi. Il faut être capable de suivre la trace, un peu comme l'enregistrement d'une entreprise. Hein? Au Québec, lorsqu'on enregistre une entreprise, il faut mettre la raison sociale, il faut l'enregistrer, il faut mettre les noms qui vont avec. Et c'est la même chose pour les noms et prénoms.
Les noms de famille, les C'est prénoms, plus compliqué. c'est beaucoup plus compliqué pour qu'on puisse suivre la trace d'un individu. C'est pour ça que, pour ceux qui ont eu des enfants, la petite feuille, le petit feuillet à l'hôpital, là, qu'on met le nom des parents, ça Il y a a pas causé juste le beaucoup de bracelet. litiges. Je fais du droit familial aussi. Oui. Ces erreurs-là, des fois, peuvent être très compliquées. Oui, absolument, parce que c'est déjà arrivé, là, je veux dire, où des gens ont fait une erreur. Là, c'est un processus administratif où on dit, ben voyons, c'est pas de même que je voulais appeler le nom, ou c'est pas comme ça que je voulais l'appeler, ou il y a une erreur dans le nom de famille. C'est effectivement un formulaire. Il faut avoir, bien sûr, des motifs. Là. Ça relève d'une évaluation quand même assez serrée pour que ce soit accepté. Puis on le voit également en droit familial, là, ça arrive des fois, bon, il y a des règles là, en lien avec un test d'ADN. Ça se fait en droit familial aussi. Ça se fait. Comme je vous dis, position constante d'état conforme à l'acte de naissance, difficilement contestable. En fait, pas contestable. Le but, c'est vraiment la stabilité pour l'enfant. Reste par contre que si on est né d'un père inconnu, donc si on a une mention père inconnu, là, à ce moment-là, peu importe on a quel âge, on peut venir faire une demande en reconnaissance de paternité où là, effectivement, que le test d'ADN va être utilisé En pour tout temps. démontrer. Effectivement. Parce qu'il y a aussi des cas, bon, l'enfant naît, le père n'est pas sur l'acte de naissance, mais il s'en occupe. Là. Il s'en occupe, puis justement, c'est la possession constante la d'état. possession constante. Effectivement. Donc, la jurisprudence avant avait un grand jeu à venir dire, bon, combien de temps on doit l'avoir, cette possession-là, pour dire qu'on est reconnu comme étant le père. La loi s'est précisée, c'est 24 mois maintenant. Donc, si on agit comme père, on est reconnu comme tel par la famille, par les amis, par l'entourage. On a cette possession-là qui peut venir confirmer là, le titre de père ou de parent auprès d'un enfant, effectivement. Pour ce qui est de la mère, puis c'est ce qui est drôle dans le cas de Monsieur Hall, c'est la personne qui accouche, je veux dire, l'accoucheur qui fait le constat là, de cette naissance. Il y a la fameuse expression la mère, on le sait, le père, on s'en doute. Exactement. On n'est jamais certain à 100 Quelqu'un qui accouche dans un hôpital, on n'a pas trop de C'est questions ça, à actuellement, poser. Là. C'est pas assez compliqué. clair Là. Ça, qu'on mais un remplit cas les de papiers. vol de bébé, Puis c'est surtout d'autres un cas de choses. vol, là. ben oui, C'est- puis monsieur est né à la maison, là. Ouais. Personne ne pouvait valider. Je veux dire, il n'est Exactement. pas... C'est pas comme à l'hôpital C'est où pas il y a, comme à il y a l'hôpital une espèce où- d'étiquetage, entre guillemets, Absolument. qui se fait. Alors, c'est pas le Il y cas, a tout là. un stratagème qui vient avec. Je pense qu'on a fait le tour. C'est un sujet qui est unique, qui est marquant, mais c'était une bonne occasion de parler de filiation. Je pense on a bien expliqué comment ça fonctionne. Et nous, on se retrouve dans une autre émission la semaine prochaine. On vous invite à poser vos questions. Écrivez-nous à info@lafirme.tv ou à notre boîte téléphonique confidentielle que vous avez sur lafirme.tv. Donc, on se retrouve la semaine prochaine.